Mes yeux brillaient et le sel me piquait. Le soleil me réchauffait le cœur. Il nous rendait meilleurs. Le temps d'un mouvement, je me sentais libre à travers toi. Le temps d'un changement, je me sentais vivre avec toi, avec toi. Say that you're mine, pray for all kind, stay close to the line, lie down the wall, may someone call, they will get a sign. I'll get my joys, make your own choice, freedom either try. Deep light blowing, unknown feeling, no I get a signs. Je me dis qu'il lui ressemble. Il me semble que c'est étrange, les sentiments se mélangent et dérangent notre ensemble. Malgré moi, malgré vous, voyez-vous, mon émoi, ce brouillard qui me rend chose curieuse d'une histoire inventée à demi-mot. Je vous propose, enfin, je crois qu'il faut oser. Malgré moi, malgré vous, voyez-vous, mon émoi. Bonsoir. Donc ça, c'était moi il y a 10 ans. C'est joli, hein? C'est plutôt bien écrit. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis musicienne. Je suis chanteuse. Enfin, en fait, pas vraiment. Moi, j'ai pas réussi dans le monde de la musique. Ça n'a pas bien marché pour moi. J'avais des petits boulots pour bouffer, payer mes factures, mon loyer. Mais j'avais un groupe de musique. J'étais accompagnée d'un guitariste, un saxophoniste, un machiniste. Un machiniste, pour faire simple, c'est celui qui joue de son ordinateur. Et puis moi, chanteuse. Voilà. Donc je vous ai dit, j'ai pas réussi, j'avais des petits boulots à côté, dont un attention, j'étais secrétaire administrative dans le groupe Emera Exploitation. Alors, le groupe Emera Exploitation, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Très bonne question. Le groupe Emera Exploitation, ce sont des résidences seniors et EHPAD. Mais le groupe Emera Exploitation, c'est aussi la confiance, la satisfaction des résidents, la bienveillance, l'attitude positive et l'amélioration continue. Donc j'ai signé un contrat en CDI à 40 heures par mois. Ouais. Alors,
pourquoi secrétaire? C'est vrai. Pourquoi secrétaire? Pourquoi je me suis pas dit, je sais pas, vendeuse à la brioche dorée? Ou vendeuse aux Galeries Lafayette, ou femme de ménage, ou faire de la garde d'enfants? C'est vrai. En fait, je dois vous dire que tous ces métiers, je les ai faits. Je les ai tous faits. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces métiers? Est-ce que ça serait pas les symptômes d'une socialisation bien genrée, tout ça? Ah oui, c'est vrai, comment on choisit un métier? Enfin, choisir parmi un champ limité de métiers. Pourquoi je ne me suis pas dit barman? Enfin, barmaid. Bon, ce boulot-là aussi, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais ça n'a pas duré très longtemps. Non. C'est un des seuls métiers d'ailleurs que j'ai pas fait très longtemps parce que je me sentais pas très à l'aise. Je me sentais pas en sécurité. Bah ouais, parce qu'en fait, on se retrouve tard le soir au milieu d'hommes, imbibés d'alcool et de drogue en tout genre. Et ça me fait penser un peu à un environnement similaire. J'ai envie de vous raconter aujourd'hui. Ben, c'est la place des femmes dans la musique. Ouais. Et là, avant de vous parler de tout ça, il faut comprendre comment moi j'ai été éduquée. Quand on est une petite fille, ben on nous apprend tous les codes du genre féminin, c'est-à-dire la manière de s'habiller, hein, les jupes, les robes, puis les couleurs. Hein, le bleu c'est pour les garçons, le rose pour les filles, et puis les nœuds dans les cheveux. Hein, il y a les jouets, les Barbies, les poupées, les marchands, les cuisinières, les aspirateurs, les ménageries, et puis on a aussi les histoires qu'on nous raconte, hein, de contes de fées, de sorcières, de princesses, de petites filles perdues dans la forêt mais qui retrouvent son courage parce qu'elle a rencontré un beau jeune homme. Bon bah, toute cette éducation, tous ces jouets, tous ces objets, toutes ces histoires qu'on nous raconte m'a préparée, m'a conditionnée à ma future place de femme. Eh oui. D'un point de vue social, c'est-à-dire quand on se retrouve dans une conversation mixte d'hommes et de femmes, hein, on voit comment ça peut se passer. Et puis, d'un point de vue culturel, penser un métier. Chanteuse, pas batteuse, chanteuse. Et là, vous êtes en train de vous dire tous, elle est en train de nous parler de féminisme, en fait. Oui, et je vais pas me gêner, en fait. Donc c'est, pour vous, le moment de sortir. Si vous en avez envie, c'est maintenant. D'accord? C'est bon? Alors, c'est quoi le féminisme? C'est vrai qu'il y a différents courants. C'est ce qui fait un peu notre richesse, notre biodiversité à nous. Hein. C'est, on va exclure quand même le féminisme essentialiste. Non, je vais pas vous expliquer ce que c'est. Vous regarderez chez vous, parce qu'on n'est pas là pour définir ce courant-là. Ça me fait un peu chier de l'expliquer. Mais moi, je vais vous expliquer un peu ma définition à moi, ce qui me correspond le mieux. Alors, c'est une phrase toute simple, hein. Très simple à comprendre. Je pense qu'a priori, on est tous d'accord avec ça. Le féminisme, c'est le respect entre tous les êtres vivants sur notre planète. A priori, on est tous d'accord, hein, là-dessus? Oh putain. D'accord. Alors, pour accompagner cette phrase un peu utopiste, apparemment, je vais me servir d'un extrait qu'a écrit Virginie Despentes dans la Tribune après les Césars 2020. Pour la petite histoire, une comédienne
connu, reconnu dans le milieu du cinéma, s'est levé, a gueulé et s'est cassé après la nomination de Polanski. Il faut savoir que cette actrice s'est fait violer quand elle était petite par un réalisateur et que Polanski est un violeur. Vous voyez un peu l'ambiance? Et nous dit Virginie Despentes, je tremble. La différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre dominés et dominants. Entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant. C'est la seule réponse possible à vos politiques. Quand ça ne va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse et on gueule et on vous emmerde. Et même si on est ceux d'en bas, même si on le prend en pleine face, votre pouvoir de merde, on vous méprise, on vous dégueule. Nous n'avons aucun respect pour votre mascarade de respectabilité. Votre monde est dégueulasse. Votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une bande d'imbéciles funestes. Le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable. On se lève et on se casse, c'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. Alors là, moi je vais pas me casser, en tout cas avant de me casser, je vais vous parler de nous les femmes. Qu'est-ce qui se passe pour nous quand on est musicienne, quand on est chanteuse dans le monde de la musique. Et pour ça, il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir aussi assumer d'être sur scène, comme je le fais ici. Et Corinne Monet, autrice féministe, écrit sur le travail de la conversation entre les femmes et les hommes. Elle fait référence à deux chercheurs qui travaillent sur les sciences de l'éducation, qui font une petite observation en 1989 aux États-Unis. Ils prennent une centaine de classes et ils observent que les petits garçons prennent 3 fois plus la parole et qu'il est 8 fois plus probable que les petits garçons donnent des réponses sans demander la parole. Or, pour le même comportement, les petites filles sont réprimandées. Bon, quand je fais le constat de tout ça, c'est-à-dire ma manière d'avoir été éduquée de façon genrée, et puis nos premiers échanges, nos premières interactions à l'école, bon, bah, je m'étonne pas de ce que je chantais, en fait. Je m'étonne pas de la manière dont je composais, de ce que je racontais. Bah oui, je parle essentiellement d'amour et d'échec, quand même, là, dans ce que je chante. Et puis ma manière de me tenir aussi. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais je suis quand même tout atrophiée, là, comme ça, et puis je tremble. Je suis pas rassurée, quoi. Je suis comme un Bambi perdu dans sa forêt. Alors, bon, tout allait bien, hein. Je répondais complètement à ce que me demandait le système patriarcal. J'étais fragile, voire même dépressive, enfin docile, quoi. Tout ce que je vivais dans la vie, je l'écrivais dans ma musique et inversement. Alors, une société patriarcale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société patriarcale? Alors, on peut le décrire comme un système viriliste, excluant, sexiste,
Christine Delphi, sociologue féministe, donne un exemple comme ça pour recontextualiser dans notre société. Le système politique en France est patriarcal puisqu'il est sexiste, viriliste, excluant. On peut le voir au Sénat, les quelques sénatrices que nous avons, Madame Massonneau, Madame Rossignol, Madame Pellerin, quand elles prennent la parole, elles sont souvent confrontées à la misogynie, au machisme. Et ça, quel que soit leur bord politique. Je vous invite à regarder les quelques vidéos qu'il y a sur les internets. Ça vous montrera un peu dans quelle ambiance elles travaillent. C'est intéressant. Et puis le système... Alors, le patriarcat vient du mot pater, qui veut dire père. Et Christine Delphi dit, au début du 19e siècle... le patriarcat, c'est un espèce de système où tout le monde dépend de la bonne volonté du père. La vertu patriarcale est souvent mentionnée comme un mythe, où une famille heureuse, c'est une famille sous l'autorité du père. Bon, nous, on hérite de ça. Quand notre Saint-Père à nous dit, et nous assène avec une certaine confiance en lui, avec certitude, qu'au début de l'épidémie du Covid-19, nous n'avons pas besoin de masques pour se protéger. Et puis quelques jours plus tard, il nous assène avec cette même confiance en lui, avec cette même conviction que c'est obligatoire de porter un masque, sinon il y a sanction, 135 € d'amende. C'est comme un père qui pourrait punir ses enfants. Alors voilà, nous on est là-dedans, on est dans cette société. Et comment on fait pour essayer d'exister? Je parle de nous, les femmes, bien sûr. Comment on fait pour être cooptées? Pourquoi j'utilise ce mot de cooptation? Parce que je me suis intéressée aux chiffres que donne le secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes en France. Et puis, tout le travail qu'a fait Hyacinthe Ravet. Donc, Hyacinthe Ravet, c'est une musicologue féministe, prof à la Sorbonne. Et elle fait tout un travail sur les stats en musicologie. Et moi, il y a 2 chiffres qui ont retenu mon attention. Et ça a complètement changé ma manière de voir la musique en France. Et je vais vous poser quelques petites questions. À votre avis, en pourcentage, combien y a-t-il d'hommes instrumentistes, donc des hommes qui jouent d'un instrument, en France, tous genres confondus, c'est-à-dire classique, rock, rap, R&B, etc. À votre avis, est-ce que quelqu'un a une idée? 65. On va monter un petit peu plus. 66. 67,5. Allez-y. 70. 90. Alors, on n'est pas loin, effectivement, c'est 87. 87% des hommes sont instrumentistes en France. Je parle de la France. Donc j'intègre ce chiffre-là. Je dis ok. Moi j'ai fait des études dans une école de jazz. Donc je me suis spécialisée. Et là on va on va reposer cette même question. À votre avis, combien y a-t-il d'hommes instrumentistes dans ce style-là, dans la musique du jazz? En pourcentage toujours. 98. Ah, vous êtes chaud, c'est bien. C'est 95. 95% des hommes sont instrumentistes. J'intègre ce deuxième chiffre. C'est difficile. Parce que là, je me rends compte que je ne travaille pas dans le monde de la musique, mais je travaille dans le monde des hommes qui font la musique. Et là, je me dis, ok, je suis un peu sidérée en fait, je prends le temps. Dernière petite question. Donc, dans cette école de jazz, j'étais dans une promotion,
On était 15 élèves. Quand on connaît ces deux chiffres-là, à votre avis, combien y avait-il d'hommes dans cette classe de jazz? 14. Ouais. 14, ouais. J'étais toute seule. J'étais toute seule comme femme et bon, faut savoir, pour la petite anecdote, je l'ai faite hier. Je la refais parce que je trouve que ça me semble important de repréciser un peu dans l'ambiance dans laquelle j'étais dans cette école. Donc j'étais la seule femme dans cette classe pendant un an. Quand j'ai passé mon concours pour entrer dans cette école, donc il y a voilà, le concours, il y a des chansons à faire. Je vous en prie, madame. Donc il y a des chansons à faire, et puis il y a un côté technique, un côté théorique, c'est-à-dire le solfège, l'harmonie, qu'est-ce qu'un accord majeur, mineur, les rythmes, etc., etc. Et donc je passe ce concours, mais moi j'ai que l'oreille en fait, j'ai pas le vocabulaire, j'ai pas la théorie, donc je le passe avec ces chansons-là. Alors là, le jury est subjugué. Il est subjugué. Ouais. Alors il décide, quand bien même je n'ai pas la théorie, de me mettre en dernière année. Donc je saute 4 ans d'études. Et je suis dans une classe d'hommes. Donc déjà, je suis une femme. Je suis une femme, donc je ne suis pas prise au sérieux. Mais en plus, je n'ai pas de bagage théorique. Je suis vraiment prise pour une conne. On ne me prend pas du tout au sérieux. Mais on est subjugué. Ouais, c'était juste ma petite anecdote. Donc, il faut trouver des stratégies pour essayer de survivre. Et Julie Chrétienneau, étudiante en sociologie, fait une très belle conférence que je vous invite à voir sur Internet aussi, qui reprend un peu les observations de sociologues féministes en musique. Et on remarque que les femmes adoptent des stratégies de survie, dont 3. Alors, je vous les raconte parce que je me suis vue, en fait, complètement. Donc, stratégie numéro 1, c'est d'adopter les codes du genre masculin, d'être un garçon manqué. C'est-à-dire la manière de s'exprimer, l'aisance, la confiance en soi, ne pas se prendre au sérieux, jamais, d'être cool. Et puis, cacher au maximum ses sentiments. D'accord ? Deuxième stratégie, c'est la stratégie de la séduction, qu'on connaît tous, notamment dans les allégories religieuses, les premières affiches politiques. Les femmes sont utilisées pour distribuer des messages politiques, et puis aussi dans les publicités, encore aujourd'hui. On utilise le corps des femmes pour nous vendre des produits, ça marche très bien. Dans les peintures des artistes peintres, où la femme est muse, elle attire le regard, elle est l'objet de séduction. Troisième stratégie, c'est de ne pas faire partie de cette confrérie, de refuser. Et là va se créer des groupes exclusivement de femmes. Et va se créer aussi, dans un même mouvement, une solidarité entre ces femmes, ce qu'on va appeler une sororité. Il y a fraternité, donc dans la bannière républicaine, nous on ne se sent pas vraiment concernés quand on entend fraternité, mais nous on a un mot aussi qui désigne cette solidarité, c'est la sororité. Comme le mouvement féministe qu'on a écouté ce matin avec Tatiana sur sa conférence, les Riot Girls. À l'intérieur de ce mouvement, il y a des groupes de musique féministes. Et là, elles peuvent devenir des symboles d'émancipation féministe. Donc ce groupe-là, c'est
Voilà, on a entendu, hein, c'est du punk bien péchu des années 90 du côté de Washington. Donc voilà, il y a ces 3 stratégies. Et donc moi, si je vous en parle, c'est que, en fait, inconsciemment, j'en ai utilisé 2. J'ai utilisé le garçon manqué et la séduction. Bon, si je suis là, c'est que ça n'a pas vraiment marché. Hein. D'accord ? Non, ça n'a pas du tout marché. Parce que pour être un garçon manqué, il faut être cool. Je suis cool, hein, mais à ma manière. Mais, faut pas se prendre au sérieux, faut être technique aussi. Faut être technique dans des conversations informelles. Par exemple, tu peux parler de ton dernier ampli. Ouais, tu l'as vu celui-là? Ouais, il y a une DI et tout, avec un préamp. Ouais, c'est la QS 2700W. Ouais, génial. Dernière pédale de boucle, etc. Mais il fallait aussi que je sois aussi technique que dans la manière de composer la musique. Et oui. Alors la manière de composer la musique et d'écrire, c'est-à-dire plus tes accords sont dissonants, plus tes accords sont compliqués à écouter, plus ça frotte, plus ça sera validé par l'élite du jazz. Ouais. D'ailleurs, il y a un style de musique qui décrit très bien ce courant-là, c'est le jazz contemporain. Le jazz contemporain, qu'est-ce que c'est que le jazz contemporain? C'est des musiciens qui jouent de la musique pour d'autres musiciens. C'est un cercle vicieux comme ça, où ils se congratulent entre eux. Bon, vous l'aurez compris, c'est un concours de beats. Celui qui fait le truc le plus compliqué ou qui est imbitable, c'est sûr, c'est le meilleur, quoi. D'ailleurs, on ne voit pas beaucoup de femmes dans ce style-là, mais c'est pas grave. Hein. Moi, ça me pose aucun problème. Je vous le laisse, ce style-là. Il n'y a pas de problème. J'ai envie de vous montrer un accord compliqué, ce que c'est qu'un accord compliqué, pour que vous ayez une petite idée de ce que c'est que le jazz contemporain. Est-ce que 3, 4, c'est bien. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un son long, n'importe lequel, on s'en fout de la note. Ok. On va déjà construire un accord avec une fondamentale qui est la tienne. Ok. Ça va être un accord simple, un accord majeur à 3 sons, à 3 notes. Ok. Je vais le faire vite fait, puis après on va le complexifier pour rien comprendre. D'accord? Alors, ça fait note fondamentale. Je vais baisser parce que en fait ça va nous saouler au bout d'un moment. Donc ça c'est notre fondamentale. On va rajouter la deuxième note qui va être notre tierce majeure. Donc ça fait et notre quinte. Ok. Donc ça c'est une triade, c'est un accord majeur. Donc je vais rajouter ces deux notes là. Ok, là on a notre accord majeur.
Maintenant, on va le complexifier. On va rajouter une 7e et puis une 9e diminuée. Là, vous comprenez tout ce que je veux dire. Donc, on va partir de la fondamentale. Et en fait, quand on parle de 7e, c'est-à-dire l'écart entre la fondamentale et la 7e, il y a 7 notes. En fait, vous visualisez un piano, c'est très simple. Donc, ça fait ba, c'est ça la fonda. A, donc je rajoute ma 7e. Et notre 9e diminuée. Alors notre 9e diminuée, on va se rendre compte qu'elle est à côté de l'octave. L'octave c'est quoi? C'est la même note que la fondamentale, mais une octave plus haut. D'accord? Mais comme techniquement sur un piano, quand on fait un accord plaqué, c'est-à-dire avec toutes les notes, la 9e, elle est très difficile d'accès. Mais on se rend compte que du coup, c'est la seconde. Hein, par rapport à l'octave, elles sont à côté. Donc la seconde, ça fait A. Donc ça, c'est une 9e. Une 9e diminuée, ça veut dire qu'on va diminuer d'un demi-ton, pardon. A, A. C'est quoi ça? C'est les dents de la mer. Mais oui, c'est les dents de la mer. Donc, si vous voulez briller en société, le soir, et que vous entendez une seconde mineure, je sais pas, en écoutant de la musique, et là vous dites, ah ouais, c'est une seconde mineure ça. Et vous avez fait votre soirée. Donc, je rajoute ma 9e diminuée. C'est chiant, hein? Oui, c'est chiant. C'est chiant, et en plus, dans la musique contemporaine, je vais y arriver, contemporaine, j'arrive pas à le lire à ce moment-là. C'est pas des morceaux qui durent 2 minutes ou 3 minutes. Hein. Non. C'est plutôt 20 minutes. 20 minutes d'accumulation d'accords comme ça. Ça vous fait une très très bonne soirée. On peut attraper aussi des acouphènes, merci. 3-4. Donc voilà, ça c'était la musique contemporaine. Donc moi je n'étais pas très à l'aise avec tout ça. Non, j'étais pas très 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 à l'aise, je ne trouvais pas ma place. Mais à la maison de retraite, MRA Exploitation, eh ben j'avais trouvé ma place. Oh oui. J'avais trouvé ma place, puisque ma place était centrale. Mon bureau était disposé au centre du hall d'accueil, en forme d'îlot, comme ça. Et je devais faire le lien entre toutes les équipes à l'intérieur de la maison de retraite, donc infirmières, administration, restauration, mais aussi à l'extérieur de la maison de retraite, pour tout ce qui était pharmacie, kiné, pompe funèbre, et puis boîte d'intérim. Et un jour, une aide-soignante était absente pour cause de maladie, et donc je devais gérer un petit peu son absence avec la responsable AS, Mélanie, AS aide-soignante. Et du coup, je l'appelle.
Oui, Mélanie, excuse-moi de te déranger, c'est Julie à l'accueil. Je me permets de t'appeler parce qu'une aide-soignante est absente aujourd'hui. Je voulais savoir avec toi si tu voulais qu'on la remplace. Oh putain. Elles font chier, celles-ci, elles sont tout le temps absentes, puis en plus elles foutent rien. Oui, bah tu vois, avec une boîte d'intérim, puis tu me rappelles. Elle avait déjà raccroché, de toute façon. Boîte d'intérim. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Ici, MRA Exploitation, je me permets de vous appeler parce qu'on a une aide-soignante absente et je voulais voir avec vous si vous pouviez me trouver une remplaçante. Oui, je patiente, oui. Oui? Ah ben parfait, ben c'est super. Dans 1 heure, eh ben c'est génial. Vous pouvez me donner son nom, s'il vous plaît? Aminata Fatoumata. Mais très bien, mais je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Oui, Mélanie, c'est Julie à l'accueil. Oui, mais c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un pour remplacer l'aide-soignante. Oui, mais oui. Aminata Fatoumata. Ah putain. Ah, ils nous ont envoyé une négresse en plus. Fait chier. Moi, je croyais que ma place était centrale. Puis je sais pas pourquoi je pense à ma famille. Je pense à mon père. Je pense à mon père et sa peau noire. Et je pense que moi ça se voit pas, que j'ai le cul entre 2 chaises et qu'on peut se permettre de me dire ça. Bon allez, je vais essayer de me déconstruire un petit peu. Je vais aller chanter. Delphine Seyrig, comédienne-actrice, dans les années 70. Je suis en ce moment, il faut te dire, très angoissée parce que je sais pas bien comment expliquer. Si tu veux, ce que je n'avais pas compris quand j'étais petite, ou du moins que j'avais compris inconsciemment sur la situation des femmes, je n'en souffrais pas consciemment puisque je ne me rendais pas compte. Donc simplement, je faisais tout ce qu'il fallait pour être acceptée en tant que femme, mais je n'avais pas conscience du malheur de cette situation, d'être obligée de... Bon. Tandis que maintenant que je suis, si tu veux, politiquement consciente de cette situation, ça me remplit de colère, d'une colère consciente, puisque je sais que j'entre maintenant dans une ère où je vais ou être obligée d'accepter des rôles qui ne me plaisent pas et des rôles secondaires, parce qu'il est très rare qu'on fasse des films qui parlent de femmes de mon âge. Donc je vais être obligée d'accepter des espèces de rôles tu sais, background, des choses comme ça. Et en plus, certainement, on va me faire jouer des situations où je serai en compétition avec des femmes plus jeunes, chose que je ne veux pas faire. Enfin, je vais devoir prendre des décisions sur la façon dont je vais exercer mon métier dorénavant. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui
qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Tam, tatam, tadadam, tatam, tam, tatam, tadadam, tatam, tam, tatam, tadadam, tatam, tam, tatam, tadadam, tatam. Asservi, humilié, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde, reléguées. Tam, tatam, tadadam, tatam, tam, tatam, tadadam, tatam, tam, tatam, tadadam, tatam, tam, tatam, tadadam, tatam. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, tatam, tadadam, tatam, debout, tatam, tadadam, tatam, hum, tatam, tadadam, tatam, hum, tatam, tadadam, tatam, tam, tatam, tadadam, tatam, tam, tatam, tadadam, tatam. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. C'était l'hymne du MLF, mouvement féministe des années 70 en France. Bon, vous avez vu, je suis pas encore complètement déconstruite. Hein. C'est encore un peu compliqué pour moi. D'ailleurs, je vais m'asseoir. Donc je vous ai parlé des stratégies qu'on adopte, consciemment ou inconsciemment. Donc je vous ai parlé de la stratégie du garçon manqué, mais je vous ai pas parlé de la stratégie de la séduction que j'ai mis en place. Alors, il fallait que je sois douce, mais pas trop. Alors, fallait que je sois grande gueule. Ah non, pas trop. Il fallait que je sois belle. Il fallait que je sois séduisante. Bah oui, parce qu'on est dans l'industrie de la musique quand même.
c'est une industrie. Donc il faut vendre. Et pour vendre, il faut être séduisante. Mais pas trop. Pour ne pas susciter la jalousie de mon compagnon musicien, mais aussi pour ne pas susciter la jalousie des copines des autres musiciens. Oui, parce qu'on ne nous apprend pas la sororité quand on est à l'école. Hein. Non. Plutôt l'inverse, la compétition. Et donc, quand tu es guitariste, tu fais des super solos. Et c'est cool de faire des super solos parce que tu as des fans, tu as des groupies. C'est cool d'avoir des groupies. Tu as un Don Juan, tu as un séducteur. Et j'aime bien ce que dit Yannick Ripa dans son livre La Ronde des Folles. Les aventures sexuelles d'un jeune homme sont les preuves nécessaires et glorifiantes d'un jeune coq qui affirme son authenticité. Par contre, celles d'une jeune femme sont les vices d'une nymphomane qu'il faut traiter. On fustige les femmes qui adoptent les habitudes du sexe masculin. Tu ne peux pas faire alliance avec eux, tu n'es pas l'une des leurs. Ben non. Au début du 19e siècle, on enfermait les femmes pour le simple fait qu'elles aient des désirs soi-disant contraires à leur sexe. Alors, aujourd'hui, on ne les enferme plus, encore que... Si. En tout cas, on les nomme. Ah oui, on sait les nommer, les femmes. Ouais. De salopes, de putes, de putains, de grognasses, de chiennes, de bouches à pipe, d'hystériques, etc., etc. Tu fais partie de celles qui vont juste pouvoir choper, puisque maintenant ils savent que tu es la pécheresse, la courtisane, la salope. Et même si tu n'as pas fauté, il suffit que tu mettes une mini-jupe pour que tu sois considérée comme une allumeuse ou un débat que prend à bras-le-corps notre gouvernement. Je fais référence un petit peu au débat qui s'est passé là en 2020, à la rentrée 2020, sur le croc-top et de ce qu'est un habit qui porte les valeurs de la République. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, du t-shirt là que les jeunes filles portaient au collège ou au lycée et on voyait leur nombril. Ça a suscité un grand débat en France et on est en 2020. Donc, moi je me suis posé la question, c'est d'où vient cette image pourquoi on nous traite comme ça en fait, de salope, de courtisane, de pécheresse. Bon ben moi je me suis tapé la Bible. J'ai lu la Bible pour savoir un petit peu ce qu'il en était et puis la mythologie grecque. Et plus précisément la Genèse de l'Ancien Testament et la femme originelle, Ève. Alors, les récits divergent. Premier récit, il est dit que Dieu créa l'homme et la femme simultanément. Il n'y a pas là donc d'antériorité due à la chronologie. En fait, ils sont créés en même temps. Deuxième récit, Dieu créa Adam. Il le créa de la glaise du sol. Et puis, ensuite, il créa les animaux pour lui donner une aide. Et Adam, il ne reconnaît pas cette aide. Donc Dieu, là, il se dit, merde, mon chef-d'œuvre, là, il n'est pas fini, en fait. Il dit, c'est pas grave. Je l'endors, et je lui prends une côte. Et je prends une côte pour finir mon chef-d'œuvre. Et je crée Ève. Ça me fait penser... Non. Je finis.
Donc, en fait, on retient de cette histoire que Ève est tirée de la côte d'Adam, et c'est tout. Et en fait, elle lui sera éternellement reconnaissante. Et c'est la description de cette histoire qui est misogyne. C'est pas l'histoire en elle-même. Et pour la petite anecdote, en fait, moi, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos tous les jours, depuis ma création. Et donc mes parents, ils décident de me faire des radios. Et on comprend pourquoi je souffre tous les jours. Alors c'est laquelle? C'est pas celle-ci. Voilà. Alors je ne sais pas si on voit bien. Ah, ça va pas être facile. Bon, mais vous pourrez regarder tout à l'heure. C'est une preuve. C'est que moi j'ai une côte en plus. Non mais je vous jure, hein, c'est pas drôle. Hein. Alors elle n'est pas là. Hein. Elle est là. Et je comprends pourquoi je souffre tous les jours. Je porte le patriarcat en moi, quoi. Jusque dans mes os, quoi. Bon, puis il y a l'histoire aussi de la pomme. Ah, il faut qu'on en parle de cette pomme. Ève, enfin, le serpent propose à Ève de manger la pomme de l'arbre de la connaissance. Attention, c'est l'arbre de la connaissance, tranquille. Ève, elle est sympa. Elle propose un morceau de pomme à Adam. Mais Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il rechigne pas, hein, il va la bouffer aussi, la pomme. Ah non. À la seule différence que lui, il va les cafeter à Dieu quand Dieu se rend compte de leurs conneries. Donc déjà qu'il n'était pas très perspicace, mais en plus c'est une balance. Et puis moi j'ai l'impression qu'Ève se fait chier dans le jardin. Et que si elle mange cette pomme, c'est pour s'émanciper par la connaissance. Hein, elle va pas traîner en train de se droguer avec ses potes. Non, c'est vraiment la connaissance. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il les punit tous les trois. C'est-à-dire le serpent, il sera chassé du jardin. Et puis Ève, elle enfantera dans la douleur et sera dominée par son mari. Et Adam, lui, il galérera toute sa vie pour trouver à bouffer et il reviendra à la terre d'où il a été tiré. Et ils sont punis tous les trois. C'est pas plus la faute du serpent que d'Adam, que d'Ève. Non, non. Mais on retiendra la connerie d'Ève et leur châtiment à tous. Et puis on peut parler aussi de Pandora. Pandora, c'est la même, hein. Femme originelle. Donc elle incarne aussi le mensonge, l'art de persuader, la curiosité. Elle ne pourra pas s'empêcher d'ouvrir la jarre. La jarre, c'est la boîte de Pandore, où il est enfermé tous les maux de la terre. Et par cet acte, elle sera le bouc émissaire de toute la misère du monde. Donc, Ève, Pandora et toutes ces déesses dans la mythologie grecque sont décrites de façon misogyne. C'est pas l'histoire, c'est l'interprétation qu'on en fait. Et nous, on hérite de ça, encore. À longueur de siècles, on nous raconte ces histoires, ces mythes. Puis ça a complètement dégénéré, hein, ces histoires. On en est même arrivé à légitimer les expériences dites scientifiques sur nos corps impurs, sur nos sexes malades, sur notre désir sexuel qui est considéré comme diabolique, ou quand on s'organise entre femmes, hein, ou quand on soigne, on devient sorcière en exil ou brûlée sur des bûchers. Voilà, on légitime ces structures de domination.
Alors oui, j'ai intérêt à fermer ma gueule si je ne veux pas être considérée comme hystérique. J'ai intérêt à me faire discrète si je veux avoir une vie sexuelle épanouie comme j'en ai envie. J'ai été insultée, malmenée dans ma vie de femme. J'en suis même venue à culpabiliser de prendre du plaisir tant c'était considéré comme sale aux yeux de mon père, l'homme de famille, le patriarche qui juge et qui décide de ce qui est bien ou mal, de ce qui est pur ou impur, de ce qui est condamnable. Moi aussi j'ai été bannie par mon père tant j'étais considérée comme salope. Et puis folle, parce que je criais moi aussi mon innocence, comme toutes ces femmes que l'on a enfermées parce qu'on ne les écoutait pas, parce qu'on ne voulait pas écouter la remise en question de notre société. Toutes comme elles, on m'a enfermée parce qu'on ne m'écoutait pas, parce que je trouvais tout injuste, et on me répondait que j'étais trop sensible. Bah oui, t'es trop sensible, Julia, beaucoup trop sensible. Je comprends aujourd'hui pourquoi je trouvais et je trouve tout injuste. J'ai trouvé les réponses à mes traumas, à mes questions. C'est pas moi qui suis trop sensible. Ben non, c'est ce monde qui l'est pas assez. J'ai trouvé pourquoi je suis pas assez ou trop peu ou jamais à la bonne place. Ben parce qu'il n'y a jamais eu de place pour les femmes. Et c'est pas moi qui suis folle. C'est bien ce monde qui perdure dans sa folie de dominer tout ce qui a dominé, qu'il s'agisse de la race, de la classe, du genre. On méprise pour mieux briller. Et comme dit Virginie Despentes, si c'est de cela dont il s'agit, alors on se lève, on se casse, c'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. Alors des femmes folles, des femmes folles connues, il y en a un paquet. Et j'ai une pensée toute particulière pour Billie Holiday, chanteuse de jazz, femme battue, devenue alcoolique. J'ai une pensée particulière pour Marilyn Monroe, comédienne, actrice, chanteuse, l'objet de tous les fantasmes des hommes, morte dans des conditions non élucidées encore aujourd'hui. J'ai une pensée toute particulière pour Rosemary Kennedy, la sœur du président Kennedy, qu'on a enfermée, lobotomisée, et qui est devenue un légume pour le reste de ses jours. J'ai une pensée toute particulière aussi pour Amy Winehouse, Lauryn Hill, Britney Spears, etc., etc. Et moi, j'ai la sensation que ces femmes ne sont pas folles. C'est la société patriarcale qui les a rendues tarées. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a aussi des hommes qui sont fous. Oui, je vous répondrai la même chose. C'est la société patriarcale qui les a rendues tarées. Bah oui, vous répondez aussi à des injonctions d'hommes forts, d'hommes virils. À la différence que vous, quand même, vous avez des privilèges. Ouais. Plus d'une centaine. Je ne vais pas vous les lire, je ne les connais pas par cœur. Mais je vous invite, comme ma radio, si vous voulez les consulter. À la différence que vous, ça ne décrédibilise pas du tout votre carrière. Ah non, non, non. Vous pouvez être considéré comme atypique, décalé, spontané. Vous pouvez même faire partie du mythe de l'artiste. Des hommes connus bipolaires, par exemple, il y en a aussi, où ça n'a rien changé pour eux. Je pense à Ted Turner. Ted Turner, c'est un homme d'affaires américain qui est membre fondateur de CNN. Je pense aussi à Sinatra.
Je pense à Robert Schumann. Je pense à Lou Reed. Lou Reed, c'est un chanteur, compositeur de musique, on va dire, actuelle. Je pense à Jaco Pastorius, musicien, compositeur de jazz. Ça va. Yannick Ripa dit dans son livre La Ronde des folles, toujours, toutes sont folles, d'un trop ou d'un trop peu, trop de goût pour les études, trop d'émotivité, trop de rancœur, trop rieuse, trop satisfaite d'elle, trop mystique, trop peu d'intérêt pour son intérieur, trop peu d'amour pour son mari, trop peu d'attention pour ses enfants. Bon, à ce stade de la conférence, je vous avoue que il y a un sentiment là qui s'émane de moi, c'est l'injustice. C'est injuste, hein? Non? Ouais, quand même, c'est un peu lourd là. Alors l'injustice, il y a plusieurs formes d'injustice. Moi, mon cousin, un jour, il est rentré de l'école, puis il a dit à mes parents comme ça, qu'il s'était fait traiter de négro. Puis lui, il comprenait pas, parce que son nez, il était normal pour lui. L'injustice, c'est bien entretenu par mon histoire familiale, par mon héritage. Ça bouillonne en moi, là, comme ça, là. Comme une cocotte minute près à exploser. Il y a une expression qui, je trouve, qui va bien sur cette sensation, c'est la vengeance est un plat qui se mange froid. Et moi, à la maison de retraite, un midi, je propose à Laetitia, une de mes collègues, de venir manger avec moi, de faire la pause déj. Et il se trouve que Laetitia, elle est femme de ménage à la maison de retraite. Puis elle me dit comme ça, tu sais, j'aurais bien voulu, mais je peux pas. Je dis, comment ça tu peux pas? Elle me dit, tu sais bien. Non. Tu sais bien, notre emploi du temps ne prend pas en compte les pauses déjeuner. Moi, j'ai encore 10 chambres à faire, pas le temps. Comment ça mais toutes? Enfin, je veux dire, vous mangez pas toutes, tous les jours? Elle me dit, non, on n'a pas le temps. Moi, je te dis, j'ai 10 chambres à faire. J'ai une demi-heure de pause. Mais en fait, je préfère la prendre pour dormir. Parce que, moi, je suis pas comme toi. Hein. Je commence pas à 9h du matin. Moi, ça fait depuis 5h que je suis là. Puis je finis à 19h30. Donc, faut que je tienne. Donc là, moi, je la regarde avec des grands yeux. Et là, ce qui relie mes deux histoires, c'est d'abord d'un point de vue intuitif, par mon sentiment d'impuissance et d'injustice. Je me rends compte qu'à la maison de retraite, c'est pas un monde d'hommes, c'est un monde de femmes. Et pourtant, il se rejoue les mêmes violences de classe, de genre, de race. Alors comment ça s'organise dans cette maison de retraite? Bon, alors déjà, on a le secteur administratif dont je fais partie. Hein. Ce sont
des femmes exclusivement blanches. Elles détiennent l'argent de la maison, en fait. Ensuite, on a le secteur des infirmières. Là aussi, je parle de cette maison de retraite-là, Emera Exploitation, hein, d'accord? Je ne vais pas faire de généralité. Là aussi, ce sont des femmes blanches, exclusivement blanches. Elles détiennent, on va dire, le savoir scientifique de la maison. Ensuite, on a les AS, les aides-soignantes, où là, on a davantage de mixité raciale. Elles sont aux ordres des infirmières. Et puis enfin, pour terminer, dernier secteur, dernier maillon de la chaîne, les femmes de ménage, les ASH. Je ne me souviens plus de ce que ça veut dire. Là, on a exclusivement des femmes racisées. Alors ces femmes, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Elles nettoient derrière nous. Elles nettoient la pisse et la merde de nos vieux qui attendent. Mais qui sont ces vieux? Alors il faut savoir qu'Emera Exploitation fait payer sa chambre au minimum 4 493,40 € par mois. C'est-à-dire que ces vieux, qui peuvent se permettre de payer cette chambre chaque mois, sont d'anciens hommes d'affaires qui ont eu des plus ou moins grosses entreprises, et puis ces femmes qui profitent de la retraite de leur mari ou de l'héritage de leur défunt mari, qui finissent leur jour ici. Alors le soin, qui est soi-disant central dans ces métiers dits humains, est à sens unique. Bah oui, parce que ces femmes de ménage ne sont pas respectées par la hiérarchie et ni par ces vieux. Alors ces vieux les insultent souvent par des insultes racistes ou par des attouchements sexuels qui seront systématiquement excusés en invoquant la sénilité. Donc ces vieux, ils peuvent se permettre, parce qu'ils payent, peuvent se permettre de se conduire comme ça parce qu'ils payent. Ils peuvent aussi se conduire comme ça parce qu'avant d'être dans cette maison de retraite, ils profitaient de ce système patriarcal, sexiste et capitaliste. Eh oui, parce qu'avant d'être dans cette maison de retraite, ils dominaient les dominés dans leurs entreprises, avec leurs salariés. Alors, je ne dis pas que les vieux sont tous comme ça. Non. Il y en a qui sont maltraités, il y en a qui sont pauvres, il y en a même qui sont sympas. Ouais. Moi j'en connais des vieux sympas. Mon voisin, il est vieux et il est sympa. D'ailleurs, ma grand-mère était vieille. Bon, elle était raciste, ça marche pas. Mais j'ai rien contre les vieux. Non. Non, plus sérieusement, j'ai rien contre les vieux. Et je parle toujours de cette maison de retraite. Je ne généralise pas. Je dis juste que ça existe, ces problèmes-là, qu'il faut parler de cette complexité, de cette société qui entretient la misère des plus précaires, qui fait des managers, les chiens de garde de ses actionnaires, conduisant les salariés jusqu'à la maltraitance de ces vieux. Et de ces vieux, il leur reste quoi ? Il leur reste juste leur statut social.
et toutes les violences de domination qui en découlent. Double peine donc pour ces femmes qui subissent et la violence managériale décomplexée et la violence de la bourgeoisie en fin de vie. Ah, on entend résonner la douce musique du plus fort, du plus riche, de celui qui a gagné. Quand ces vieux seront morts, qu'est-ce qu'on retiendra de leurs histoires? Ah bah qu'ils ont bien réussi dans la vie. Mais de ces femmes, est-ce que on se souviendra de leur dévouement quand elles accompagnent ces vieux jusqu'à leur dernier souffle? Je suis pas sûre. Donc ce qui relie mes deux histoires, bah, c'est ces violences de classe, de genre, de race, qui perdurent à longueur de siècles, par ces mythes et par ces histoires qu'on nous raconte. Ça nous éduque et on s'habitue. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire un pas de côté et de regarder ce qui se joue, ce qui se raconte comme histoire triomphante dans votre quotidien. Et une fois que ça sera fait, je vous invite à déconstruire, alors patiemment, parce que c'est long la déconstruction, ces histoires triomphantes, et à tendre l'oreille aux voix silencieuses. Avant de terminer cette conférence, je crois que j'ai compris ce qui n'allait pas dans ma manière de chanter. Je vous ai dit, je ne suis pas complètement déconstruite. J'ai encore toute ma vie devant moi. Mais j'arrive pas à me détendre, quoi. J'arrive pas à me détendre et il y a deux choses, en fait. Première chose, c'est que je crois que pour moi, le chant, en fait, c'est un moyen de communiquer, d'être ensemble, de se relier, et que je comprends pas pourquoi, en France, dans notre culture occidentale, on glorifie les gens qui chantent et on les met sur scène avec des projecteurs. Et on est là. Wow. Alors que le chant est accessible à tout le monde et on nous fait croire que non, c'est spécial. C'est spécial. Alors que tout le monde est capable de chanter, alors plus ou moins juste, Ça, c'est pas, ça se travaille. Mais c'est pas un don. Et le mythe de l'artiste fait partie de ça. Donc, faut arrêter, faut déconstruire. Puis, il faut qu'on chante tous ensemble. C'est important. Deuxième chose et dernière chose, c'est que je pense que ce texte, l'hymne des femmes que je vous ai chanté, n'a pas à être chanté seul. Même si c'est beau. Mais moi, j'ai plus envie qu'on le chante toutes ensemble. Donc, mesdames, si vous le voulez bien, je vous invite à me rejoindre sur scène. J'ai quelques exemplaires sur ma table de ce chant et j'aimerais bien qu'on chante toutes ensemble pour terminer cette conférence. Si vous voulez bien. Tu la connais ? Qui veut des paroles? J'en ai une dizaine. 1, 2, 3, 4. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout,
debout. Asservi, humilié, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous.